Alors, une petite vidéo sur le chapitre des migrations internationales croissantes. Donc, une prise de notes, comme vous avez déjà pu le faire sur ce cours très bref. Et puis après, pour la rentrée, vous aurez donc un texte développé à rédiger à partir d'une analyse de documents sur les migrations en Méditerranée. Alors, les mobilités dans le monde, elles sont bien sûr de plus en plus généralisées aujourd'hui dans le cadre de la mondialisation, avec la révolution des transports. On voit bien que la question des mobilités est au centre de l'actualité parce qu'elle pose aussi dans les régions d'accueil un certain nombre de problématiques liées notamment à l'emploi, à l'intégration des populations migrantes, et que c'est donc devenu un thème éminemment politique. On constate donc une explosion véritablement des migrations sur lesquelles nous allons nous pencher. Alors, ces migrations internationales, elles ont donc un phénomène, et il s'agit, c'est le petit 1, d'un phénomène d'une ampleur croissante. Tout d'abord, on constate que depuis les 30 dernières années, ces migrations elles n'ont cessé d'augmenter. Depuis donc 100 millions de migrants en 1985 et l'on compte aujourd'hui 260 millions de migrants dans le monde, donc une progression très importante. Si vous prenez votre carte 1, page 186, vous verrez que les régions d'accueil sont surtout les régions de l'hémisphère nord, Amérique du Nord et Europe, mais également les pays du Golfe, ainsi que des pays comme l'Australie. Tandis que les régions de départ sont les régions plutôt d'Afrique ou d'Asie. On constate également que les flux sont souvent des flux de proximité. Les migrants, ils ne vont pas forcément toujours traverser le monde. On va souvent d'un pays vers le pays voisin pour aller trouver de l'emploi. Donc ça, c'est le premier élément. On trouve quand même aussi, malgré tout, des flux qui ne sont pas forcément des flux sud-nord, mais qui peuvent aller dans l'autre sens, des flux nord-sud par exemple, et aussi, comme je le disais, beaucoup de flux sud-sud. Si vous prenez les migrants qui vont travailler au Qatar pour faire les stades pour la Coupe du Monde, vous avez beaucoup de migrants qui viennent d'Afrique du Sud. Le deuxième point, ce sont donc les facteurs de ces mobilités et c'est notre petit 2. Alors, les raisons de partir, elles sont souvent multiples et elles se combinent. Il faut sortir des schémas très simples, voire simplissimes d'explication des migrations. Il faut vraiment laisser ça de côté pour partir sur ce qu'on appelle donc les facteurs qui poussent à partir. En anglais, les push factors. Les facteurs qui poussent à partir, ils sont souvent d'ordre économique, mais aussi souvent d'ordre politique. Pour des raisons d'instabilité politique, voire de guerre, eh bien, on va quitter son pays. Ce qui va également amener à quitter une région, ce sont de plus en plus les raisons climatiques et des réfugiés climatiques. Il y en a de plus en plus, des individus qui quittent leur région d'origine à cause de la désertification. On avait parlé en début d'année du Bangladesh et donc des populations qui quittent des zones qui sont de plus en plus fréquemment soumises à des cyclones, à des inondations, et tous ces facteurs politiques climatiques vont bientôt devenir la raison principale pour laquelle on quitte sa région d'origine. Et puis, il faut dire aussi que l'amélioration des transports facilite ces départs des régions. Et bien sûr, on a ce qu'on appelle les pull factors, c'est-à-dire en anglais PU2L, donc les facteurs attractifs, eh bien, on va aller chercher en retour de meilleures conditions de vie, un niveau de vie plus élevé, même si on n'occupe pas tout à fait le même emploi,
un médecin venant du Bangladesh ou venant des Philippines qui va s'installer en Europe et qui ne pourra exercer que la fonction d'infirmière en Europe, touchera un salaire qui est plus important en Europe que médecin aux Philippines. Hein. Donc il y a les conditions de vie, les conditions de rémunération, bien souvent également une stabilité politique qui est importante, et puis eh bien on va aller également se réfugier vers des régions du monde qui sont plus sûres d'un point de vue politique et où les aléas climatiques sont moins importants. Alors, il y a des enjeux multiples hein, pour les foyers de départ et d'arrivée. Bien sûr, pour les foyers d'arrivée, ce qu'on va rechercher, c'est souvent une main-d'œuvre. Alors, il peut s'agir à certaines périodes d'une main-d'œuvre, par exemple dans la France d'après-guerre, pour reconstruire. Ce que cherchent aujourd'hui les régions dites d'accueil, ce sont des travailleurs diplômés. Et à ce moment-là, l'accueil, il se fait en général par les politiques sans vraiment de soucis, quelle que soit votre région d'origine. Si vous êtes un étudiant brillant ou un travailleur surdiplômé, que vous veniez d'Inde ou d'ailleurs, ou d'un quelconque pays d'Afrique, vous allez être accueilli à bras ouverts. Si vous arrivez sans diplôme, on voit bien qu'aujourd'hui, les frontières, elles ont tendance à se refermer et c'est très très visible en Europe. Ce qui se passe, c'est que dans les pays d'accueil, il y a donc des problèmes d'intégration et d'accueil des migrants, surtout dans les périodes de tension économique. Quand le chômage est élevé, on a tendance, dans des pays comme les pays d'Europe ou d'Amérique du Nord, à se montrer beaucoup moins accueillant. Ce qui souvent est une erreur d'interprétation d'ailleurs, puisqu'on se rend compte souvent que les migrants sont susceptibles de venir occuper des postes que dans certains pays du nord d'Europe ou d'Amérique, les populations d'origine ne souhaitent pas occuper. Hein. Donc il y a souvent en fait une impression que, qui est tout à fait erronée, qui est complètement fausse et qu'il faut vraiment remettre en cause, que les migrants viennent prendre le travail des Européens, des Français ou des Américains. C'est absolument faux, puisque en général, ils viennent occuper des emplois où les besoins de main-d'œuvre sont importants. Hein. Mais là, on voit bien que le politique joue un rôle important pour diffuser des idées qui sont absolument fausses. Donc, on voit bien le rejet et parfois même la xénophobie qui est répandue par certains courants politiques, qui est très répandue dans des franges importantes de la population. Et on a, par exemple, vu aux États-Unis qu'une partie de la politique de Donald Trump, quand il était président, était véritablement de faire la guerre aux migrants, d'avoir une politique autour du mur qu'il fallait absolument construire, etc., etc. Et donc, ça pose toute une série de problèmes sur l'accueil de ces populations. Voilà pour les grands traits, hein, des raisons qui parlent de migration et des flux migratoires habituels. Deuxième partie, sur les mobilités touristiques internationales. On constate depuis un certain nombre d'années une explosion du tourisme mondial, avec 1,7 milliard de touristes en 2017, 1,7 milliard, soit 3 fois plus qu'en 1990. Alors les facteurs, ils sont importants, la chute du coût du transport aérien, l'amélioration du niveau de vie et notamment des populations venant d'Asie, hein, qui ont un pouvoir d'achat beaucoup plus important pour voyager. Et on peut dire véritablement que le tourisme s'est mondialisé avec des touristes qui viennent de régions touristiques d'origine Europe, Amérique, mais de plus en plus, comme je le disais, des touristes qui viennent d'Asie et qui dépensent de plus en plus.
Les flux touristiques eux-mêmes se complexifient, ce ne sont plus seulement des flux nord-nord entre l'Europe et les États-Unis par exemple, mais on voit qu'ils se complexifient, notamment avec des flux nord-sud, mais aussi des flux sud-sud, donc par exemple des Asiatiques qui vont aller vers le Moyen-Orient. Alors, deuxième point, de ce grand 2, les nombreux acteurs du tourisme mondial. Les entreprises, tout d'abord, jouent un rôle important. Vous avez ce qu'on appelle les tours opérateurs qui sont nombreuses, qui sont diversifiées. Vous avez notamment Thomas Cook, mais vous avez aussi de plus en plus de groupes chinois hein, qui se lancent dans ces activités. Vous avez par exemple le groupe Fosun, F-O-S-U-N, qui a racheté le Club Med, qui était avant un géant du tourisme européen. Bien sûr, vous avez les acteurs du net qui jouent un rôle de plus en plus important dans le tourisme international. Des plateformes comme Airbnb ont complètement redistribué les règles du jeu. Les touristes eux-mêmes sont des acteurs incontournables puisqu'il faut répondre à leurs demandes, voire à leurs exigences, et que les motivations des touristes sont de plus en plus diverses. Les motifs récréatifs pour s'amuser, culturels, religieux, hein, quand on va en pèlerinage à la Mecque, c'est du tourisme religieux. On a ce qu'on appelle le tourisme affinitaire. On se rend dans sa famille pour un laps de temps donné et puis on va en profiter pour visiter des sites. Et puis également ce qu'on appelle le tourisme sanitaire. Alors ça, c'est pas forcément très connu, mais pour des opérations des yeux ou toutes sortes d'opérations, par exemple chirurgicales, on va aller en Roumanie, en Bulgarie, subir une intervention chirurgicale qui va revenir beaucoup moins cher que si elle était effectuée aux États-Unis ou en Europe. Si une large part du tourisme explose et qu'on a de plus en plus de tourisme et de touristes dans le monde, il ne faut pas oublier qu'une majeure partie de la population mondiale est écartée aujourd'hui des mobilités touristiques. L'essentiel de la population mondiale reste pauvre et ne connaît pas le tourisme ou n'en fait pas l'expérience. Dernier point, les enjeux liés au tourisme, ils sont extrêmement importants. Hein. On a premièrement l'idée qu'il faut aménager les territoires via des infrastructures hôtelières, via des transports, via la construction de musées. Et tout cela demande du temps et énormément d'argent et des investissements. De même, le tourisme international permet aux pays de s'insérer dans la mondialisation, et vous avez des pays comme le Qatar par exemple qui misent énormément aujourd'hui sur le tourisme pour s'insérer dans la mondialisation autrement que par le gaz, hein, puisque c'est une grande puissance gazière, mais également en accueillant des touristes internationaux. Dans certains pays, le tourisme pèse énormément, jusqu'à 10% du PIB dans des pays comme les Maldives ou les Seychelles. Le problème, c'est que ce tourisme crée énormément de vulnérabilité, notamment sur l'environnement, avec de la pollution énorme qui est créée par les paquebots, hein, dans les régions de croisière comme les Caraïbes, à Venise par exemple. Qui dit tourisme dit également production hallucinante de déchets, et cela est une question qui est difficilement gérable, surtout dans les pays du Sud. Dernier point, l'augmentation du prix de l'immobilier, ce qu'on appelle le foncier. Pourquoi? Eh bien parce que dans des grandes villes touristiques comme Paris, Venise, Londres ou New York, eh bien tous les appartements qui sont par exemple loués sur des plateformes comme Airbnb sont autant d'appartements qui ne sont pas loués sur ce qu'on appelle le marché privatif. Donc vous et moi, on ne peut plus louer certains appartements qui ne sont plus loués au mois à des gens qui veulent se loger, mais qui sont loués à des touristes et qui génèrent beaucoup plus de revenus pour les propriétaires. Voilà à très grands traits hein, ce cours sur les migrations. Vous le prenez en note, je vous enverrai le diaporama.